à tous. Merci Christophe pour l'invitation, pour la confiance. Merci pour l'équipe de l'INSEP. Ça m'a permis de voir depuis 2003, où j'étais venu la première fois pour mon congrès mondial sur les sports de raquettes. Tu te rappelles peut-être, Christophe? Depuis, ça a bien changé. Voilà. C'est certain. Ok. Donc, ma tâche cet après-midi, c'est d'essayer de répondre à cette question. Et voilà, si vous demandez à votre voisin, non pas celui qui est à côté de vous, qui pourrait être un peu endormi aujourd'hui, mais votre voisin de palier, par exemple, dans sa tête, peut-être sa réponse tout de suite, ça sera voilà, voilà ce qui se passe quand on fait des sprints à la chaleur, on atteint cet état-là. Bon, aujourd'hui, je vais vous présenter des données pour essayer de donner un autre cadre à tout ça et présenter qu'est-ce qui se passe en réalité quand on fait des sprints à la chaleur sur un sprint unique ou sur une répétition de sprint. Et partant de ce constat-là, je vais essayer de proposer des interventions et puis on va essayer de juger l'efficacité et puis après de proposer des implications vraiment pratiques à mettre en place à partir de là. Peut-être petit préambule avant de commencer, c'est vraiment de souligner que quand on fait des études en laboratoire, c'est difficile de répliquer la demande de ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, des sprinteurs, quand on va les tester sur le vélo, c'est toujours difficile de reproduire leur performance, mais également les conditions environnementales. Hein, pour reproduire les conditions de chaleur, mais la radiation du soleil, elle n'est pas là, et je pense que ça joue pas mal, donc il convient de considérer ça. Et de la même manière, sur le terrain, c'est absolument important de contextualiser l'opposition, qui va avoir un rôle important. On entendait tout à l'heure Sébastien qui disait que les passes étaient augmentées, tout ça. Peut-être certes, mais peut-être que c'est aussi simplement lié au fait que les joueurs ils deviennent plus fatigués dans la chaleur et du coup, ça permet de modifier les caractéristiques du match et les capacités de réussir ou pas. Et donc, c'est vraiment très important. Et surtout, pour la capacité de sprinter, il y a des différences de match à match qui sont de l'ordre de jusqu'à 30%. Donc, c'est absolument important d'avoir ça en tête. Et partant de là, tout ce que je vais vous dire, je vais essayer de prendre à chaque fois des considérations des observations de labo, de terrain, et puis on va essayer de faire une petite cuisine de tout ça pour proposer quelque chose qui puisse avoir du sens. Ok, alors je pense que ça ne vous aura pas échappé que la capacité à sprinter, donc évidemment dans les disciplines d'athlétisme, mais aussi pour les sports collectifs, c'est absolument central. Et qu'il y a plusieurs stratégies d'entraînement basées aussi sur le sprint, dont les sprints répétés, par exemple, qu'on peut faire ici dans différentes conditions environnementales, comme la chaleur ou l'hypoxie, comme ici sur notre terrain, ou alors l'intensité haute intermittente, donc qui est chère à Paul ou Martin. Hein. Et voilà. Alors, ça part de là. Qu'est-ce que c'est un sprint? Alors, pour moi, un sprint, c'est un effort d'intensité maximale, mais c'est souvent 10 secondes, puisqu'après 10 secondes, il y a une diminution de performance. Et dans la littérature, c'est un peu pas clair, parce qu'il y a des auteurs qui appellent même des sprints des durées de 30 secondes ou plus. Bref, pour ma présentation, je vais quand même essayer de rester centré sur des efforts d'une trentaine de secondes. Et on va appeler ça un sprint. Alors, sprint, c'est la première chose. Ensuite, la capacité à répéter le sprint. Donc, ça concerne la capacité à répéter une série de sprints, donc 10 secondes ou moins, avec une récupération qui est incomplète. Ici sont exposés les principaux déterminants de cette capacité à répéter le sprint. Et vous pouvez voir que vu que la récupération est incomplète, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir ici en rouge une diminution de performance au fur et à mesure qu'on répète ces efforts. Et il faut dissocier ça de ce que moi j'appelle les sprints intermittents, où cette fois, les sprints sont de même durée, mais ce qui se passe entre les sprints va varier, et souvent la récupération est plus importante, et donc du coup, la performance en sprint, elle va être mieux maintenue. Même si elle peut aussi diminuer, mais elle sera beaucoup mieux maintenue. Donc c'est important de faire cette distinction, sprint, sprint répété et sprint intermittent, puisqu'on va parler de ces trois types d'efforts dans cette présentation. Ok, là aussi ça ne vous aura pas échappé avec les 1 jour et demi de présentation qu'on a eu, que lorsque vous vous entraînez, vous faites une compétition dans la chaleur, c'est un stress, il y a une augmentation des températures corporelles, et évidemment, il se passe des choses au niveau du cerveau, au niveau cardiovasculaire, un stress, au niveau musculaire. Là aussi, c'est important de considérer que ça arrive tout le temps, mais que la contribution respective, elle va dépendre de l'athlète, son état d'acclimatation, de la durée des sprints et de tout un facteur. Alors ici aussi, je m'excuse encore, mais on a vu ça peut-être 2 fois, mais c'est intéressant. C'est sur 12 années, des athlètes élites, donc de la Fédération internationale, ils ont mesuré que l'exposition à la chaleur n'a pas le même effet sur toutes les disciplines d'athlétisme. Et vous pouvez voir que ici, c'est chez des hommes, pour des durées courtes, donc le 100 et le 200 mètres, vous pouvez voir que l'exposition à la chaleur, donc pour eux, c'était supérieur à 25 degrés par rapport à Tempéré, où c'était moins de 25. Vous pouvez voir qu'il y a un effet, parce qu'on va plus vite. Pour des disciplines intermédiaires, il semble que ça n'a pas beaucoup d'importance, alors que pour des disciplines de demi-fond et de fond, là, ça devient négatif, une exposition à 25 degrés.
Donc ici aussi, on a déjà vu, mais c'est pas grave, c'est quand même important. C'est que quand on fait un match ici, comme les sports collectifs, cette fois, donc une répétition de sprint, donc l'effort physique, production de chaleur, donc qu'est-ce qui se passe, c'est que la température va augmenter, et dans des conditions de chaleur, elle va augmenter d'autant plus. Et Julien nous a bien expliqué que l'intensité relative de l'exercice, elle a augmenté, donc cette production de température centrale va être plus élevée. Et on a deux mécanismes pour combattre ça, hein. La thermorégulation, avec le système vasomoteur, donc qui va nous permettre de transpirer, de dissiper la chaleur. Mais dans le contexte des sports collectifs, on a aussi cette thermorégulation comportementale, donc, qui permet donc, de diminuer, par exemple, ça a été montré, la distance parcourue à moindre intensité pour préserver les actions les plus importantes et les plus intenses. Et voilà, ça c'est l'AFL. Alors, on a aussi fait ça au tennis. Et au tennis, ce qu'on a montré, c'est que quand il fait chaud, donc c'était, je vais vous présenter après, mais c'était autour de 40 degrés comparé à 20 degrés. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les joueurs, ils sont capables de jouer des points de la même durée, mais par contre, les temps de récupération entre les efforts, ils sont 10 secondes plus longs, 27 versus 17 secondes. Mais pour autant, on est capable de maintenir la même structure du match. Donc c'est tout simplement un autre jeu, un autre match. Ok, si on retourne dans le laboratoire, donc il paraît aussi clair que pour des efforts explosifs, donc moins de 10 secondes, il y a une relation positive entre l'augmentation de la température musculaire ici et la force explosive, donc ici la hauteur de saut. Donc plus ma température musculaire est élevée, plus ma performance explosive, donc ici sur des tests de détente, va être améliorée. Et on retrouve ça aussi sur des efforts d'une autre échelle, donc par exemple sur un vélo, sur un sprint, sur un tapis. Vous pouvez voir que quand on chauffe le muscle, donc dans un bain chaud ou par des blanquettes, des couvertures chauffantes par exemple, ou une exposition simplement passive à la chaleur, on est aussi capable d'améliorer la performance sur un effort de courte durée et d'intensité maximale. Et c'est massif, hein, ça peut aller jusqu'à 25 à 30%. Bon, il existe aussi beaucoup d'études qui ne montrent pas d'effet, ce qui dépend aussi de la tâche. Et voilà, c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours important de considérer qu'on peut trouver tout et son contraire. Alors là, on se concentre sur une étude qui a montré un effet positif. Vous pouvez voir que sur un sprint de 6 secondes, la puissance est améliorée de manière drastique, et c'est lié au fait que la fréquence de pédalage, elle est 20 révolutions par minute plus élevée lorsqu'on a élevé la température du muscle de 3 degrés. Donc ici, dans toute la présentation, ça sera de toute façon en orange la chaleur et puis en contre le bleu pour faire plus facile. Et donc ça peut s'expliquer pour une amélioration des aspects périphériques, de la contractilité musculaire. Donc les mécanismes qu'il y a derrière, je ne vais vraiment pas rentrer dedans, mais juste pour discuter, ça peut être une meilleure utilisation de la phosphocréatine ou une surexpression des enzymes de la glycolyse anaérobie, ou encore une vitesse de conduction qui va être plus rapide et qui va permettre d'améliorer donc la contractilité, et donc un décalage de la courbe vitesse-puissance ou vitesse-force. Vous pouvez voir que pour une vitesse donnée, la capacité de production de force, elle est augmentée. Donc c'est en fait ce qu'on observe ici, quoi. Donc ça, c'est pour des sprints isolés, uniques. Voilà. Donc là, on va passer sur ce qui est des sprints intermittents. Donc rappelez-vous, sprint intermittent, c'est-à-dire des sprints toujours de courte durée, mais cette fois avec des récupérations incomplètes. Donc ça aussi, c'était présenté par Seb. Toujours est-il qu'on avait fait venir deux équipes qui avaient joué une fois en environnement cool, tempéré, et une fois dehors, vous voyez que c'était un peu stressant. Et donc clairement, dans l'environnement tempéré, la température centrale ici, elle se stabilise autour de 38,5, donc c'est compensable. On est capable de dissiper la chaleur en n'atteignant pas des dérives de température, alors que quand on jouait dehors, vous voyez que là, on atteignait des niveaux beaucoup plus importants, et là, on était incapable de compenser. Et les températures musculaires étaient à peu près 1 degré supérieures dans l'environnement chaud. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé les joueurs sur un exercice de sprint répété avant, directement après les matchs, et 24-48 heures pour voir s'il y a des effets retardés. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est que comparativement à la valeur de référence, eh bien, le temps cumulé, donc sur la série de sprints, si on cumule les temps, vous pouvez voir que ça s'allonge, donc il y a clairement une fatigue, mais que cette fatigue, elle n'est pas dépendante de l'environnement, puisqu'il y a un ralentissement qui est similaire entre les deux environnements. Et comme vous l'a expliqué Sébastien, la récupération était même plus rapide en environnement chaud, tout ça parce que la structure du match
est modifié, que la distance parcourue totale a été de 25% de moins dans le match, et que c'est l'intensité aussi, et ça pourrait sûrement expliquer ça. Au-delà peut-être du fait que, comme on vous a dit aussi, ils avaient fait 6 jours d'acclimatation, donc on ne peut pas trop bien dissocier, mais toujours est-il que c'est intéressant. La chaleur, c'est pas toujours négatif. Voilà, c'est mon message. Et qu'on récupère assez rapidement, 40-48 heures, c'est déjà récupéré. On a fait strictement la même chose avec des joueurs de tennis. Donc pareil, ils ont joué une fois à l'intérieur, une fois dehors, où c'était aussi un petit peu stressant. On a aussi fait un test de sprint répété avant, après 24-48 heures. Et ce qu'on a observé, c'est que la capacité répétée des sprints, donc le temps cumulé sur la série de sprints, aussi était allongé. Et ça, c'était observé dès la moitié du match, match de 2 heures, où on avait matché le temps réel de jeu en fait. Et du coup, il n'y avait pas plus d'aggravation à la fin. Et par contre, la récupération était complète déjà à 24 heures après les matchs. Que ce soit en environnement chaud ou en environnement neutre, on avait déjà récupéré la capacité à répéter des sprints. Ok, là, si on retourne en laboratoire, toujours sur les sprints répétés, encore une fois, sprint répété dans la chaleur, c'est pas toujours négatif. Comme vous pouvez voir, là, ils ont fait une série de sprints. Et alors, vous allez avoir voilà, les températures ici, et vous voyez que la puissance moyenne a été 3% supérieure dans la chaleur par rapport à la condition neutre. Bon, ça s'explique sûrement par des niveaux de température corporelle. Vous pouvez voir qu'il y a une différence d'à peu près 0,5, mais qu'à la fin de l'exercice de sprint répété, ils étaient à des niveaux de température 38,4 et c'est sûrement stabilisé, il n'y a pas de dérive. Donc, on a aussi fait des tests neuromusculaires avant, après la série de sprints répétés. Qu'est-ce qu'on a observé? C'est que la capacité de production de force des extenseurs de la jambe, des quadriceps, était diminuée, mais qu'elle était du même ordre entre les deux environnements. Et comment on explique ça? Est-ce que c'est lié à des altérations périphériques ou est-ce que c'est lié à des altérations centrales? Alors, clairement, quand on fait des sprints, il y a beaucoup d'altérations périphériques et vous voyez que la perte de force sur une secousse musculaire, donc c'est-à-dire que j'envoie une stimulation percutanée ici et je mesure la capacité de production de force en conditions de repos, donc ça reflète purement les aspects de contractilité. Donc une grosse fatigue périphérique qui pour autant n'est pas différente entre les deux quand j'ai pas d'hyperthermie. Et ce qui se passe au niveau de l'activation, donc on a vu avec Lars des gros déficits d'activation, mais ici vous observez que pas de changement entre pré et post-exercice de sprint, que ce soit mesuré au niveau périphérique ici, ou au niveau cortical ici avec la stimulation magnétique transcrânienne, pas de fatigue centrale, malgré le fait que la performance était 3% supérieure, mais comme je vous ai dit, 38,4, il n'y a pas d'hyperthermie. Donc dans ces conditions, c'est peut-être positif. Ok, donc là on passe sur une dernière étude sur des sprints répétés. Donc cette fois c'était plus sévère. Les expositions c'était 5 degrés de plus. Et puis ils avaient fait une pré-exposition d'une quarantaine de minutes pour faire augmenter les températures musculaires et centrales que vous allez voir dans le graphique de droite. Et là, clairement, la figure est différente. Et vous observez que comparativement aux situations contrôle, en situation de chaleur, on a une diminution plus précoce, donc déjà au deuxième sprint, et plus marquée. Donc vous pouvez voir dans les dernières séries de sprint, de la capacité à répéter des sprints. Pour autant, quand ils ont mesuré plusieurs indices périphériques, ils n'ont pas non plus ici trouvé de différence entre les deux conditions, malgré le fait qu'il y ait une beaucoup plus grande fatigue dans la condition de chaleur. Et voilà, vous pouvez voir ici les températures centrales, donc là il y a une vraie différence. Et puis vous voyez que cette fois ils atteignent des niveaux de 39,5. Donc là vraiment quand on atteint une hyperthermie marquée, là il semblerait qu'il y a vraiment une diminution de performance plus importante dans la chaleur et qui semblerait reliée donc, à tous les aspects présentés peut-être ce matin par Romain. On pourra en discuter. Ok, alors cette fois on va passer sur les sprints intermittents. Donc rappelez-vous, même durée sprint, inférieure à 10 secondes. Mais par contre, cette fois, les périodes de récupération entre les sprints sont beaucoup plus espacées. Donc par exemple, ça peut être fait sur le terrain lors de simulations. Donc par exemple, ce test Loughborough, donc qui consiste en fait à réaliser des sets. Donc un set, c'est 11 fois par exemple ce qui est décrit ici, où il y a l'alternance de périodes de marche. Un sprint, ici 15 mètres, et puis après du jogging, récupération active, et ça on répète ça plusieurs fois. Et qu'est-ce qui se passe? Donc quand on va mesurer à chaque fois la performance de sprint, on fait ça en environnement cool, chaud. Donc cette fois, vous pouvez voir que même en environnement cool, ça permet d'augmenter la température centrale de manière assez importante. Hein. Vous avez des valeurs à peu près de 39, mais que quand on fait ça dans la chaleur, comme on peut s'y attendre, c'est pas compensable et ça dérive à chaque fois, et on atteint des niveaux de 39,5. Et cette fois, c'est visible sur la performance de sprint où vous voyez qu'il y a certes une fatigue en conditions de tempérées, mais que la performance de sprint, au fur et à mesure des sets, elle est vraiment beaucoup plus altérée dans la chaleur.
Donc cette fois, quand il y a une hyperthermie qui est marquée, donc contrairement à ce que je vous ai montré avant, on était moins de 38,5, alors cette fois par contre, la performance de sprint intermittent, donc normalement avec une récupération qui est importante, elle dérive. Une autre étude qu'on a faite, donc c'était le premier Qatari à faire une étude sport science, ça mérite d'être souligné. Donc c'était à Spétard, où cette fois on avait demandé aux gars, dans les mêmes conditions, vous remarquerez, 40 degrés aussi, de faire des sprints intermittents, mais cette fois c'était juste un sprint de 6 secondes, entrecoupé de 5 minutes de récupération, où là ils faisaient pas grand chose, ils pédalaient juste à intensité faible, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a observé? Comme vous pouvez s'y attendre, que la fréquence cardiaque, la perception de l'effort, tout ça, c'était plus élevé, que la température centrale elle commençait à être plus élevée sur les dernières répétitions, mais toujours est-il que vous voyez que les niveaux atteints, c'était pas encore fou, 38,5. Et donc, du coup, ça c'est pas vrai. Donc du coup, la performance sur les sprints ici, et l'activation neuromusculaire ou encore l'efficacité du système périphérique, vous voyez qu'il n'y a pas de différence. Encore une fois, en dessous de 38,5, ici, il semblerait que performance intermittente ne soit pas changée en l'absence d'hyperthermie. Ok, donc à partir de toutes ces observations de terrain, de laboratoire, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on doit faire pour des sprinters une performance à la chaleur ou pour des genres de sport collectif, aller s'entraîner ou jouer dans la chaleur? Quelles interventions? Et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue pratique? Donc, ici aussi, je vais faire en fait un résumé de ce qu'a dit hier Rob. C'est que on va prendre le pré-cooling, puis après l'acclimatation, puis après l'hydratation. Donc ici, c'est le pré-cooling en premier. Donc il semblait dire que ça pouvait être potentiellement bénéfique, que ça dépendait certainement des méthodes qui allaient être employées, et aussi du volume, c'est-à-dire de la sévérité du stress, c'est-à-dire à quel point ça va changer la température musculaire. Par exemple, on a vu que ça pouvait aller jusqu'à 1 cm, mais peut-être pas 2 ou 3, donc il va falloir jouer sur ça, et puis aussi sur le volume de couverture, où on applique en fait la stratégie de pré-cooling. Donc, je vous ai choisi juste une étude, pour ne pas être redondant avec tout ce qui a été présenté, où donc c'était un exercice de sprint intermittent, donc qui consistait à faire 20 sprints, donc un sprint toutes les 2 minutes, donc en condition contrôle. Et puis avec 3 stratégies de pré-cooling, une avec une veste, une avec l'application de poches de froid sur les jambes, et puis une dans une exposition sur un bain. Donc qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'il y a une stratégie qui semble se démarquer sur les jambes. Vous pouvez voir qu'il y a un décalage vers le haut, donc ça pourrait être une stratégie intéressante. Mais après, vous pouvez voir que les 3 stratégies ici, ça converge. Là, quand on arrive vers la fin de l'exercice, par rapport à la condition contrôle, vous pouvez voir que les 3 stratégies, il y a un effet bénéfique. Donc, ma recommandation, ça pourrait être que voilà, pour les sports collectifs, il pourrait y avoir un effet, donc certes pas au début de l'exercice, mais plutôt vers la fin de l'exercice, qui pourrait peut-être relier aussi à la perception. Donc, on est encore plus motivé pour continuer à pousser sur le vélo. Et vous voyez que toutes les approches semblent aller dans le même sens, et que ça dépend très certainement du contexte. Donc ça dépend en fait si on va combiner, c'est certainement mieux si on combine, parce qu'on rajoute du stress, et que, à mon avis, si on ne change pas la température de 0,2 degrés, il ne se passe pas grand-chose. Aussi, ça ne vous aura pas échappé que ici, vous voyez cette première partie de l'exercice comparée à la situation de contrôle, on voit que c'est néfaste. Les puissances produites sur les sprints sont inférieures avec le wall body cooling. Donc ça suggérerait que par contre pour des sprinters, c'est-à-dire quand je dois faire juste un effort, un sprint, peut-être que le pré-cooling c'est pas une stratégie qui serait efficace puisque ça va diminuer ma capacité de puissance. Donc il n'y a pas de règle générale, ça dépend vraiment du contexte, de la durée des sprints, de la méthode employée. Mais voilà. Alors ça aussi ça a été discuté, mais c'est peut-être présenté d'une différente manière. Vous voyez qu'ici vous avez le nombre de jours d'acclimatation. Donc ça a été décrit, des adaptations d'ordre cardiovasculaire, d'autres de la perception, qui arrivent relativement rapidement, entre 3 et 5 jours, des adaptations des systèmes thermorégulatoires, évidemment, et puis aussi métaboliques. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand un joueur devient acclimaté? Eh bien, il va commencer à transpirer plus tôt, donc pour une température centrale moindre, et quand il est vraiment bien acclimaté, ça va être associé aussi avec une production de sueur qui va être augmentée. Donc on a un décalage à la fois vers la gauche et vers le haut. Et où est-ce qu'on se situe dans ce triangle? Ça dépend évidemment de la stratégie d'adaptation. Peut-être que de faire, comme on a dit, en environnement extérieur, avec la radiation du soleil, c'est plus efficace que de le faire dans la chambre. Donc on va peut-être se situer à un niveau plus haut ou plus sur la gauche. Ça va dépendre de certains des facteurs qui sont énoncés ici. Alors,
Est-ce que ça marche pour nos sportifs de sprint ou les sport co? C'est la question qu'on se pose. Alors, une première étude a montré que exposition passive, donc simplement 4 séances, donc de courte durée, sur le test de l'Oxborough, donc vous vous rappelez, quand on fait des sprints intermittents, entrecoupés de périodes de jogging et compagnie, il n'y a pas d'effet, vous voyez qu'il y a un effet de la fatigue, évidemment, au fur et à mesure qu'on répète les séries, il y a une fatigue, les sprints sont plus longs, mais pour autant, post-acclimatation, vert, ici, vous voyez que ça ne permet pas de réduire, de mieux maintenir la performance, quoi, qui diminue avec la fatigue. Bon, donc ça voudrait dire que c'est peut-être pas forcément une bonne stratégie. Enfin, s'il n'y a pas d'effet négatif, c'est peut-être bien pour un effet placebo, qui sait, mais je veux dire, il n'y a pas de... c'est pas supporté d'un point de vue physiologique. Bon, pour les sprinters. Après, une autre étude plus encourageante nous montre que cette fois, une durée un peu plus longue, de 10 jours, cette fois, on a une augmentation de 2% de pic de puissance. Et vous voyez que ça, c'est uniforme, c'est décalé vers le haut. Et que ça s'est associé aussi à une diminution de température de 0,4. Donc je vous disais tout à l'heure, il faut au moins que ça soit 0,2. Là, du coup, 0,4 à 2%. Pourquoi pas? Donc ça pourrait être intéressant pour les sports collectifs. Donc dans l'exemple d'avant, c'était juste à la fin. Ici, bon, c'est dès le début, très bien. Toujours est-il que ça pourrait être une stratégie intéressante. Et je pense qu'on est tous d'accord que c'est la méthode la plus intéressante pour s'acclimater. Troisième, l'hydratation. Donc là aussi, je pense que c'est assez bien en ligne avec ce qui a été discuté hier. C'est que pour des disciplines de sprint, 50, 200 ou 400 mètres, malgré le fait qu'il y ait une déshydratation de 2%, vous voyez que la performance, elle est strictement la même si on est en environnement cool ou en environnement chaud. Si on est déshydraté, pardon, ou si on est bien hydraté. Ok, ici c'est une autre étude, donc cette fois c'est sur des sprints répétés où les gars ils ont été testés 3 fois, une condition contrôle et une fois exposition chaleur avec ou sans déshydratation à 3%. Et qu'est-ce qu'on observe? Donc une diminution évidemment de la puissance au fur des sprints répétés, mais que vous voyez que cette diminution elle est plus importante dans les dernières séries pour les sujets qui ont été exposés à la chaleur et qui sont déshydratés à 3%. Ici en noir, comparativement à ceux qui ont été exposés juste à la chaleur, mais sans déshydratation, ici en barré, ou le contrôle. Et que ça, c'est aussi associé à une difficulté de l'effort perçu qui est accrue, quoi. Donc quand je suis exposé à la chaleur et que je suis déshydraté, c'est encore pire que si je suis juste exposé à la chaleur, vous pouvez voir, et que ma performance est d'autant plus dégradée et que je perçois ça encore plus difficile. Donc là, ça paraît trivial, mais c'est vrai qu'il faut vraiment veiller à ce que les athlètes ils soient bien hydratés. Et ça paraît trivial, mais pas tant que ça, hein. Dans les études qu'on a fait avec Julien, les joueurs de tennis, pourtant d'un bon niveau, ils commençaient l'exercice, ils étaient déshydratés. Et quand on a répliqué ça avec une stratégie d'hydratation correcte, eh bien, on voyait que la température corporelle, elle dérivait beaucoup moins. Donc c'est vraiment important. Et j'ai vu tout à l'heure en baladant que vous avez des affiches à l'INSEP dans la salle de musculation, de bien commencer la séance, bien hydraté, ça, non, c'est bien. C'est bien de voir ça et d'avoir donc des stratégies qui sont adaptées. Donc là, je ne vais pas élaborer parce que, comme on l'a dit, ça va dépendre du taux de sudation, correction des électrolytes. Voilà. Et du coup, l'idée, ça serait que ça permettrait de retarder l'apparition de la fatigue et donc de dériver moins à la fin d'une mi-temps, par exemple, de mieux maintenir cette performance. Alors, juste pour finir, donc, je ne vais pas vous détailler tout ça, vous n'ayez pas peur, mais tout ça c'est pour mettre en évidence que sur du sprint ou du sprint répété, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer l'amplitude des réponses. Et tout ça c'est supporté par des études, hein. Tout ça a été montré, comme quoi voilà, ça dépend de la saison, de l'humidité, du pre-cooling, on l'a discuté. Je vais juste en prendre 3 pour vous convaincre encore plus. Voilà, donc c'est vrai que c'est pour les sprints, on connaît, c'est un petit peu plus facile sûrement pour faire des recommandations, alors que encore comme je l'ai dit au début, pour les sports collectifs, ça dépend tellement du contexte et on ne peut pas prédire la durée des sprints parce que ça dépend de l'opposition, de comment va être fatiguée l'équipe, tout ça. Donc c'est beaucoup plus challenging de faire des recommandations et puis il faut considérer aussi tous ces facteurs. Bref, on va quand même essayer de se risquer. Donc je vais vous prendre 3 facteurs. Le premier, c'est le fait de faire un échauffement avant de commencer. Donc de ne pas faire d'échauffement ou de faire un échauffement de 10 minutes ou de 20 minutes. Quelle influence ça va avoir sur un exercice? Donc ici, c'est 36 minutes de sprint. Donc chaque barre, ça représente un sprint intermittent. Donc un sprint de 4 secondes qui est réalisé toutes les 120 secondes, donc toutes les 2 minutes. Et donc qu'est-ce qu'on observe? Donc comme attendu, quand on augmente la durée de l'échauffement, donc c'est à 36 degrés, je crois, quelque
chose comme ça. Ouais, c'est exercice à la chaleur, hein. Donc on peut s'y attendre. Quand on fait un échauffement d'autant plus long dans la chaleur, ben, la fréquence cardiaque augmente, la température rectale, elle augmente. Pour autant, sprint intermittent, vous voyez que donc là, si on fait la moyenne de tous les sprints là, pendant les 36 minutes, ici, entre le fait de faire pas d'échauffement, 10 minutes ou 20 minutes, vous voyez qu'il n'y a pas de différence quand il y a 2 minutes entre les sprints. Vous voyez qu'ici, ils nous ont fait 5 sprints, donc plus courts, 2 secondes, mais avec une récupération incomplète, donc ce qu'on appelle des sprints répétés, au milieu du protocole et à la fin du protocole. Et vous voyez que là, par contre, quand on considère réduire la durée de récupération, là, il semblerait que si on ait fait au préalable un échauffement 20 minutes, donc qui a augmenté la température centrale, le stress cardiovasculaire, alors cette fois, vous voyez qu'il y a une fatigue prématurée liée au fait d'avoir fait un échauffement de plus longue durée dans la chaleur. Donc du coup, ça veut dire que pour des efforts qui sont de longue durée, comme dans les sports collectifs ou les matchs de tennis qui peuvent durer, qui sait, plusieurs heures, comme à l'Open d'Australie, il faut faire attention à combien de temps on expose nos athlètes à la chaleur avant de démarrer l'activité, pour ne pas induire d'augmentation trop importante de la température et d'arriver trop tôt à des niveaux qu'on n'est pas capable de manager, et donc de diminuer la performance de manière trop précoce. Deuxième exemple, donc ça concerne certainement plus les sprinters. Cette fois, c'est ce qu'on appelle je ne sais pas en français comment on pourrait traduire ça, les stratégies de maintenance de la chaleur. Bref, qu'est-ce qui se passe? En fait, on demande au sujet donc, de faire le réchauffement, au sprinter. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va augmenter la température musculaire. Ici, mesuré à 3 cm, mais c'est aussi vrai à des distances plus courtes, hein. Et après, souvent, c'est comme ça, hein, ils sont échauffés, et puis après, avant d'être rappelés pour faire les manches, ben, il y a un certain temps, peut-être une demi-heure, et qu'est-ce qui se passe? C'est que la température musculaire, elle diminue. Et comme on a vu au début, si la température musculaire diminue, c'est pas forcément bon pour la performance pour des durées courtes comme les sprints. Donc, il y a des gars qui se sont dit pourquoi on n'essaierait pas d'essayer de maintenir cette température musculaire après l'échauffement. Et donc, ça peut être fait avec l'application de couverture chauffante, par exemple. Donc, vous voyez qu'effectivement, quand on applique ce système, la température musculaire, elle est mieux préservée. Et bam, c'est ce qu'on observe sur un exercice de 30 secondes de Wingate. La puissance produite, si on maintient mieux cette température musculaire, vous voyez qu'elle est supérieure par rapport à quand on ne fait rien et qu'on attend qu'on soit appelé pour commencer la compétition. Donc ça pourrait être une stratégie qui peut être intéressante pour les sprinters, peut-être. Ça a été aussi montré sur un exercice de sprint répété, où vous pouvez voir que l'application d'une couverture, donc ici en orange, vous pouvez voir que sur les 4 premiers sprints, on est plus rapide par rapport au fait d'avoir rien fait, ici en bleu. Par contre, qu'est-ce qui se passe ici? Donc oui, c'est peut-être très bien pour les sprinters, ou c'est vraiment à très court terme, où ça marche, mais si mon activité dure comme les matchs de tennis, est-ce que c'est une bonne stratégie? Je ne suis pas sûr. Peut-être que je vais être plus performant dans les premiers jeux, mais qu'après, du coup, ça va devenir néfaste. Ça, c'est des problèmes que vous avez peut-être au foot. Qu'est-ce qu'on fait à la mi-temps? Est-ce qu'on cool down? Est-ce qu'on se réchauffe? Ok, on va être peut-être plus réactif tout de suite dans le premier quart d'heure, mais peut-être que du coup, on va le payer dans le dernier quart d'heure. Voilà, donc encore une fois, il faut mesurer la durée des efforts et puis la sévérité du stress qu'on va appliquer. Ok, je vais terminer sur ça. Le moment de la journée, donc ça c'est quelque chose qui est cher à Sébastien. Donc il a montré de manière élégante que sur des sprints répétés, vous voyez quand on fait un sprint le matin par rapport à la journée, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la puissance produite l'après-midi, elle est supérieure, et ça c'est lié au cycle de la température, hein, comme vous le savez, qui est plus basse le matin. C'est pas pour rien qu'on fait courir les marathons le matin, on part d'une température centrale qui est plus basse. Et que par contre, les disciplines de sprint, bon après je ne sais pas si c'est lié à des faits de télé aussi, où c'est plus populaire le soir, mais toujours est-il que la performance, elle est meilleure l'après-midi. Et vous voyez qu'il y a aussi une plus grande fatigabilité, puisque les sprints, c'est ça, hein, si on part de plus haut, on va diminuer de manière plus importante. Bref, donc vous retrouvez ce résultat ici, donc ça c'est la puissance qui est produite. Donc toujours pareil, en rouge l'après-midi par rapport en bleu le matin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dans une autre étude, il a exposé donc, les gars, il les a mis dans un bain chaud, et puis il a regardé l'effet que ça avait sur la capacité de production de puissance à court terme. Et si vous appliquez cette technique le matin, vous pouvez voir que vous avez une augmentation de la puissance produite, hein, par rapport à la situation de contrôle où je ne fais rien. Quand je suis à 38 degrés dans un bain, vous pouvez voir qu'après, si je fais ça le matin, j'ai une puissance produite qui va être élevée. Mais par contre, si j'applique la même stratégie l'après-midi, le soir, vous pouvez voir que cette fois, ça ne produit rien. Je suis déjà
à un niveau important. Donc ça suggère que voilà, si vous avez à faire un sprint le matin, peut-être que ça peut être une bonne stratégie d'utiliser. Alors là, c'est les bains chauds, mais ça peut être aussi une autre stratégie, hein. L'idée, c'est d'augmenter cette température musculaire. Et ça pourrait être bien le matin, mais pas forcément l'après-midi. Après, il a utilisé l'inverse, c'est-à-dire qu'il les a mis cette fois dans un bain froid. Donc cette fois, c'est ici. Et vous pouvez voir que ce soit le matin ou l'après-midi, le pré-cooling, ça diminue la capacité de puissance. Et on en revient à ce qu'on a dit, que pour les sportifs sprinters, c'est certainement pas une bonne idée, le cooling, d'utiliser ça. Voilà. Alors, pour conclure, vous avez ça dans les livres, hein, si c'est pas clair là. Mais donc vous avez donc sprint unique, sprint répété, sprint intermittent, les 3 types de température. Et ma vue, c'est que voilà, les sprints uniques, ils vont être très dépendants de la température musculaire, comme on a montré, hein. Aussi bien là, comme je l'ai dit, pré-cooling, ça diminue, hop, on chauffe, ça augmente. C'est vraiment l'élément qui va déterminer la performance. Pour des sprints répétés, donc avec récupération incomplète, ça va dépendre pas mal de la température centrale, hein. Si on a une température centrale qui est élevée, tout de suite, comme l'a souligné Jus, ça va être l'intensité relative qui va être beaucoup plus élevée, on va moins bien récupérer, on va avoir une fatigue qui va être beaucoup plus précoce. Dans une moindre mesure pour les sprints intermittents, si on reste en dessous de 38,5, je veux dire, si on est dans un environnement compensable, il n'y aura pas d'effet. Mais par contre, si on dérive beaucoup plus, là, même les sprints intermittents, il va y avoir quand même une diminution de la capacité de répéter ces efforts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme on a dit, le cooling, pour les efforts simples, certainement pas. Certainement pas. Après, l'acclimatation, l'hydratation, on n'a pas monté vraiment d'effet. Alors, ouais, je mets un plus, moins, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, après, comme encore une fois, si l'athlète il croit à la stratégie et tout ça, pourquoi pas? Mais après, physiologiquement, je n'ai pas pu vous montrer comme quoi ça apportait vraiment un bénéfice. Après, c'est, comme tu disais, c'est à discuter et proposer des stratégies. Et puis voilà, c'est le rôle, j'imagine. Donc, les sprints répétés, par contre, oui, effectivement, si on est déshydraté à plus de 3%, vous vous rappelez qu'on est chaud. Là, par contre, une fatigue plus précoce. Donc, oui, c'est important d'être acclimaté. Sûrement, avec les adaptations physiologiques aussi, on va pouvoir de transpirer plus tôt et donc, encore une fois, de retarder l'apparition de la fatigue. C'est certainement vrai aussi sur les sprints intermittents. Encore une fois, il n'y a pas de recommandation unique et ça va dépendre, dans les team sports, ça va dépendre des ratios exercice-récupération. Ça va dépendre si c'est un exercice court, c'est-à-dire que, comme tu l'as montré aussi, la VO2 max, elle n'est pas altérée au début, mais c'est après. Donc effectivement, si c'est juste une série de sprints isolés, donc ça n'aura pas vraiment d'effet. Par contre, si c'est délai dans le temps, là par contre, avant une mi-temps ou quelque chose, là par contre, il y a sûrement quelque chose qui va se passer. Donc il faut vraiment remettre tout ça dans le contexte. C'est vraiment des recommandations en général, mais en aucun cas ça s'applique strictement aux athlètes. Voilà. Je voudrais vous remercier. Merci à Christophe encore et merci de m'avoir écouté. Nous avons le temps pour une ou deux questions. C'est une remarque ou une question? Une remarque au début. Très belle présentation, Olivier. J'ai une question. Tu disais que l'acclimatation était bénéfique pour les sprints dans toutes les conditions. Comme on connaît, l'acclimatation, habituellement, c'est un processus où on fait de l'exercice prolongé en aérobie. Donc, est-ce que tu suggérais peut-être de changer le protocole pour le type de... C'est-à-dire de ne pas faire des... Pas faire, mettons, 60% de VO2 max pendant une heure, chose comme ça, mais faire plutôt des sprints répétés en chaleur. Mais après, ça dépend quelles adaptations tu cherches. Après, si c'est des adaptations qui, après, derrière, vont aider ta performance sur les sprints répétés, évidemment. Après, si c'est des facteurs qui ne sont pas déterminants de ta performance... Pour des sports comme ça, par exemple, pour des joueurs de football ou choses comme ça. Oui, bon après, si on revient sur cette slide, par exemple... On va remontrer sur ça, par exemple, sur tout ça. Donc, après, il faut se poser la question, qu'est-ce qui pourrait être bien pour un sprinter, par exemple? Est-ce que le fait d'augmenter ma sudation, est-ce que ça va vraiment déterminer la performance? Je ne suis pas sûr. Donc, pas forcément. Après, pour des sports collectifs, oui. Donc, alors, après, est-ce que de faire un entraînement à base de sprint, c'est nécessairement mieux que faire un entraînement HIIT, la High Intensity Interval Training? Je ne suis pas sûr non plus. Après, je pense qu'il faut identifier sur quoi tu veux jouer, puis après, adapter l'entraînement. Et puis, voilà, on a vu plein de choses intéressantes aussi hier avec Steven sur l'inflammation aussi. C'est peut-être de créer un stress et puis voilà, de voir si on a des adaptations qui sont encore plus marquées. Ouais, je pense qu'encore une fois, on revient toujours à la même chose, et individualiser, s'identifier, et pas d'appliquer d'un point de vue trop général.
tu as parlé de différents facteurs, externes ou internes. Je sais aussi que tu as travaillé aussi avant d'aller à Lausanne sur les couloirs hypoxiques. Si tu avais eu un moyen finalement de réchauffer un peu ce couloir, est-ce que tu crois que ça aurait pu avoir un intérêt pour précipiter ou exacerber une acclimatation, et quels effets on aurait pu obtenir? Après, ça renvoie à la question des effets d'interaction. Est-ce que c'est des effets additionnels, c'est-à-dire 1 plus 1 égale 2? Est-ce que ça va 1 plus 1 égale 1, c'est-à-dire que si c'est les mêmes adaptations, ben ça va pas. C'est un peu l'acclimatation et puis le pre-cooling. Est-ce que le fait de rajouter du pre-cooling, ça va encore améliorer les effets? Ben non, peut-être que si déjà j'ai des adaptations maximales avec l'hypoxie, je rajoute la chaleur, ça va rien faire. Ou est-ce que c'est multiplicatif? Peut-être que 1 et 1, ça fait 3 en fait. Et là, oui, peut-être. Pour être honnête, on sait pas encore beaucoup, quoi. Si, la cross-acclimatation, ça commence à venir, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être faire de la chaleur, puisqu'apparemment, il y a un peu les mêmes voies de signalisation, comme par exemple le IF1 qui va activer différents gènes. Peut-être que là, ça pourrait être intéressant, ouais. Pourquoi pas? Mais là, ça serait prématuré. Je pourrais te donner une réponse biaisée, parce qu'effectivement, ça m'intéresse, mais objectivement, je sais pas encore. Je pense que la chaleur, effectivement, ça peut peut-être être plus bénéfique que l'hypoxie. Ça peut aller plus vite pour créer la même chose. Donc ça pourrait être bien de, plutôt qu'aller 2 semaines, faire une semaine dans la chaleur et on pourrait avoir les mêmes adaptations. Après, est-ce que les adaptations physiologiques égalent les adaptations de la performance? Ben, c'est encore ce que tu as souligné tout à l'heure et ça, c'est pas sûr. Donc tu penses que l'équipe de France de foot qui va jouer son premier match en Afrique du Sud en altitude et en chaleur, qui n'est pas préparé, c'est voué à l'échec? Sinon, pour l'altitude, je pense que de toute façon, il faut aller s'exposer à l'altitude parce que l'hypoxie hypobarique, c'est quand même différent. Et puis même tous les aspects techniques, ça modifie la trajectoire de la balle, des choses comme ça. Donc ça, je pense que rien ne remplacera de toute façon le fait d'aller à l'altitude de la compétition. Mais après, peut-être que, ou de faire, avant d'y aller, peut-être de faire une semaine à la chaleur, peut-être que ça peut déjà booster et puis ça peut aider les adaptations. Très certainement, mais je ne voudrais pas donner de messages erronés. David? That was a very nice review of the... Il y a une excellente revue de la littérature dans ce domaine. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur la notion de la motivation de l'athlète quand il doit faire des sprints répétés. Parfois, quand on fait de la recherche, dans des conditions de recherche, je me demande si les participants à ces études sont vraiment pleinement motivés et donnent de leur mieux dans ces sprints à répétition. Comme exemple, nous avons fait un projet où nous avions 12 athlètes féminines qui faisaient du sport d'hiver, du skeleton, c'est-à-dire de la luge, où il fallait aller aussi vite que possible. Et ils devaient faire un sprint de 30 mètres avec un départ arrêté. Ils avaient 3 essais, on a pris chaque fois le temps le plus rapide. Ils sont venus d'Australie vers le Haut-Canada et on voulait voir ce qui se passerait avec le décalage horaire sur leur performance de sprint. Mais ce groupe de 12 femmes se trouvait dans une situation où la plus lente devait être renvoyée chez elle. Donc là, elles étaient évidemment très motivées. Et on n'a vu aucune réduction dans leur performance, malgré les nombreuses semaines d'essais. Elles avaient évidemment un terrible décalage horaire, elles n'étaient pas du tout en forme, mais lorsqu'elles étaient bien réchauffées, il n'y a eu aucun problème fonctionnel dans les sprints. Donc la question, c'est un commentaire, mais c'est un commentaire. La question, quand on lit toute cette littérature, est-ce que vous pensez que c'est une limitation potentielle, c'est-à-dire la question de la motivation, des groupes qui sont très motivés, qui sont prêts à se lancer à fond dans leur capacité à faire ces sprints répétés? En français? Donc en fait, effectivement, ouais, dans la plupart des études de la littérature, à mon avis, l'échauffement, il n'est pas assez conséquent. C'est souvent reporté que les gars, ils courent pendant 5 minutes, ils font 3 sprints et puis ils démarrent. Et à mon avis, avec ce type d'échauffement, c'est pas possible. C'est tellement éloigné de ce qui se fait sur le terrain. Et à mon avis, là, il y a des gros effets de pacing et c'est certain que le premier sprint, il n'est pas à maximum. Effectivement, si le premier sprint, il n'est pas à maximum, comme je l'ai montré, le premier sprint, il va déterminer le décrément. C'est-à-dire que plus le premier sprint est élevé, plus le décrément va être important. Et ça renvoie au fait d'être explosif en dur. Si je suis un marathonien, ben, je ne vais pas pousser trop fort sur le premier, mais je ne vais jamais diminuer ma performance. Alors que si je suis un explosif, entre guillemets, là par contre, ça va diminuer beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'on fait en général, du coup? C'est qu'on a le critérium score, c'est-à-dire qu'on va demander aux gars de faire un sprint unique
avec de la récupération complète. Hein. À la fin de l'échauffement, en général, nous on fait ça 3 fois avec 3 minutes entre les sprints. Donc ça, c'est notre sprint référence. Et le premier sprint de la série de sprints, on regarde s'ils sont, je dirais 5%, mais il faudrait que ça soit 3%, qu'ils soient vraiment dans les 5% de cette valeur-là. Et si ce n'est pas le cas, il faut arrêter. Et puis, on recommence. Mais, donc ça, c'est un critère qu'on prend en compte. Et dans la dernière expérimentation qu'on a fait, on a viré 3 sujets. Mais je pense que c'est absolument nécessaire parce qu'effectivement, ouais, sinon, il y a trop de biais sur du pacing. Après, on revient à ce qu'elle disait ce matin, mais je pense que c'est... Merci Olivier.